Bonjour, donc sur cette quatrième partie concernant les écosystèmes, nous allons parler de leurs interconnexions. Donc on va prendre ici une situation d'une île, et donc ici on va se retrouver avec au final des interactions possibles entre plusieurs écosystèmes présents. L'écosystème 1 qui sera l'écosystème aquatique, l'écosystème 2 qui correspondra à toute la zone qu'on appelle la zone intertidale, c'est-à-dire en fait l'endroit où la mer monte et descend. Et puis un écosystème 3 où ici on va avoir un écosystème, pourquoi pas forestier. Et tout au fond de notre océan ici, un écosystème 4, et on va montrer qu'il est aussi en interaction avec les autres écosystèmes. Donc on n'a jamais d'écosystème qu'on peut considérer réellement comme totalement isolé des autres. Chaque écosystème va être stratifié. Donc ici, par exemple, sur notre écosystème aquatique, on a une zone qu'on appelle une zone euphotique, dans laquelle on va avoir de la lumière, et une zone qu'on va appeler une zone aphotique. Alors, la problématique de la zone aphotique, c'est comment est-ce qu'on a de la matière organique, puisque on n'a pas de lumière, donc où sont nos producteurs primaires? Je vais laisser de côté certaines situations qui existent dans des zones abyssales, donc très très loin en profondeur au niveau de notre mer, où on a des endroits avec une très forte pression, une température plutôt élevée, des niveaux d'acidité assez importants, c'est des zones volcaniques, et on a trouvé dans ces zones-là en fait des organismes qui font non pas de la photosynthèse, mais de la chimiosynthèse, c'est-à-dire que ce n'est pas la lumière qu'ils vont utiliser comme énergie pour produire leur matière organique initiale, donc c'est primaire on va dire, mais ça sera des éléments chimiques, des réactions d'oxydoréduction. Et donc que ce soit ces organismes photosynthétiques ou chimiosynthétiques, c'est ce qu'on a appelé des autotrophes. Ici, dans mon milieu aphotique dans lequel je vais me situer dans mon exemple, on va considérer qu'il n'y a pas de chimiotrophe et que pourtant il y a de la matière organique. Donc d'où vient cette matière organique? Alors déjà, nos phototrophes ne vont pas pouvoir faire de matière organique à partir du moment où il n'y a plus assez de lumière. Cette zone de transition que j'ai représentée ici en jaune, c'est ce qu'on appelle un écotone. Un écotone, c'est une transition d'une variable particulière, par exemple ici la lumière, et qui va faire qu'on va vraiment passer d'un écosystème à un autre écosystème. Par exemple, vous avez deux autres zones de transition que j'ai fait figurer au niveau de l'île. Vous avez la zone qui distingue les organismes qui sont toujours sous l'eau. Donc ça, c'est la courbe, la ligne jaune représentée tout en bas de l'île. Et puis un autre écotone qui se trouve à la transition forêt, zone intertidale. Donc ça va définir euh, des, des conditions différentes, si différentes qu'en fait on aura des écosystèmes qui seront voisins, mais avec des conditions de vie très très différentes. Qu'est-ce qui change comme conditions de vie? Par exemple, au niveau de mon île, plus je remonte vers le haut de l'île, plus je vais avoir une baisse de salinité, par exemple. Baisse de salinité, ça va faire que je vais avoir au final des plantes qui vont ne pas avoir à lutter contre cette salinité. Vous constaterez quand vous promenez au bord de la mer que les feuillages des plantes en bord de mer sont plus coriaces en général que les feuillages des plantes à l'intérieur des terres pour lutter contre cette salinité. Donc on va avoir des variations de température, des variations d'humidité, des variations de salinité, etc. etc. Donc on s'aperçoit qu'effectivement, on va avoir des variations importantes, des variations physico-chimiques importantes. Donc on a des écosystèmes où le biotope va varier. Donc notre biocénose qui sera présente, le vivant qui sera présent, ne sera pas le même vivant. Au niveau de notre système aquatique, plus on va descendre en profondeur, plus on va avoir des variations de température, de pression, de lumière, de présence de nutriments aussi. Donc là encore, on voit qu'on a une stratification de notre écosystème.
Alors, d'où viennent nos nutriments au final? Eh bien, les petits points que j'ai représentés un petit peu partout ici, représentent de la matière organique qui vient de la surface. Lorsque vous avez un organisme de surface qui meurt, ben hop, il va redescendre en profondeur, par exemple. Et puis, il y a des courants. Il y a des courants qui vont emporter cette matière organique dans différents endroits. C'est la flèche blanche que j'ai représentée. Donc on voit qu'on a un lien entre l'écosystème 4 et puis les écosystèmes aquatiques de surface. Bilan, on a des écosystèmes qui sont interdépendants. Donc que ce soit les systèmes aquatiques, on voit qu'il y a une dépendance entre eux. La zone intertidale, concernant cette zone intertidale, qu'est-ce qui empêcherait un organisme de passer de la zone terrestre et d'aller se nourrir dans la zone intertidale? C'est tout à fait possible. Donc on a bien une interdépendance à nouveau. Ça veut dire que les écotones dont je parlais tout à l'heure, ce ne sont pas des frontières strictes. Ce sont des frontières de vie classiques, mais imaginez cet animal qui va venir chercher de la nourriture dans la zone intertidale, il sera plus à découvert, donc c'est un moment de risque aussi. Ça veut dire que sa zone de vie classique, ça sera se cacher dans les arbres, tout ça, ou en tout cas dans ce milieu forestier. Donc vous voyez qu'en fait on a une des connexions entre les écosystèmes, et ces écosystèmes en fait sont bien interdépendants les uns par rapport aux autres. Nous allons entamer maintenant une partie concernant la fonction d'un écosystème. Donc nous retrouverons ça dans une autre vidéo. À très bientôt.